Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Bika, très heureux les gars de vous retrouver, et bienvenue aussi aux amis messins qui verront ce débrief tranquillement installé chez eux. Victoire de l'Olympique lyonnais, 3-0, au terme d'un match qui, les amis, on sera d'accord pour le dire, était bien maîtrisé, en tout cas dans l'ensemble du match, plutôt bien maîtrisé par nos joueurs et par le staff de Paulo Fonseca. Un match agréable, au terme duquel l'OL met 3 buts plutôt bien amenés, bien construits, de belles séquences de jeu. Alors tout n'a pas été parfait, c'est vrai, il faut aussi le dire évidemment. On est en tout début de saison, l'OL peut encore mieux faire. Et ce que je vous dis là, cette phrase-là les amis, l'OL peut encore mieux faire, c'est la preuve qu'il y a quand même, faut le dire et le souligner, beaucoup de positifs à retenir de ce match. Avant de commencer, les amis, comme toujours, pensez au petit pouce. Si vous aimez le contenu, pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match, vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé par ailleurs. Et pensez enfin, si vraiment vous aimez le contenu, à activer la cloche, vous abonner. Et en plus, maintenant, YouTube permet de booster les vidéos et faire donc gagner en visibilité la chaîne et le contenu. Merci pour tout ça. Évidemment, comme toujours, les amis. Alors donc, si on reprend le thème numéro 1 de la vidéo, c'est l'histoire du match. Je dirais, les gars, que dans l'ensemble, on a vu un match de l'OL vraiment sérieux. On peut le dire, un match très sérieux qui a été construit du début à la fin. Moi, ce qui me plaît beaucoup, au-delà du score qui est pour nous hyper intéressant, 3-0 évidemment, c'est la manière avec laquelle l'OL a construit son succès. Et on peut le dire, du coup d'envoi du match jusqu'à la fin du match, dans l'ensemble de l'histoire du match, oui, l'OL mérite de gagner le match. Ça paraît évident, parce que si on décompose le match en 6 x 15 minutes, comme je le fais souvent en vidéo, en débrief de match, je dirais que l'OL, à mon avis, comme ça, à la louche, on remporte 4 sur 6. Je pense que sur les 6 x 15 minutes, l'OL en gagne 4 sur 6, et le reste, c'est plus ou moins statu quo, voire avantage pour l'OL. En fait, si je reprends l'histoire du match, je dirais que l'entame est pour nous très positive. Elle est sérieuse, appliquée. On sent que l'OL est là pour dérouler un plan de jeu qui est simple et qui reprend les bases de ce qu'on a vu durant les matchs amicaux de pré-saison. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien, en fait, les amis, ce fil conducteur qu'il y a entre les matchs de pré-saison et ce que fait l'OL en Ligue 1. En tout cas, en ce début de saison. On sent que les principes de jeu qui ont été travaillés contre Majorque, contre Retafe, contre le Bayern, sont tous repris contre Metz aujourd'hui. Et même s'il y a du déchet, même si tout n'a pas été parfait, dans l'ensemble, c'est positif. On sent que Fonseca et le staff ont réussi à imprégner, comme je l'ai dit, un fil conducteur. Avec en gros un message clair aux joueurs, on est en 4-2-3-1 théorique, mais ce 4-2-3-1, il évolue tout le temps. Cette compo de départ, elle est théorique, mais au fil du match, selon ce que l'on fait avec ballon, sans ballon, en bloc bas, médian ou bloc haut, en pressing ou en phase de possession, cette composition, elle évolue beaucoup. Et ça, j'aime vraiment bien. J'aime bien en fait voir à quel point l'OL joue intelligemment. Alors c'est vrai qu'il y a plein de points à améliorer, bien sûr. Il y a plein de points qu'on peut encore mieux gérer. Je pense que le pressing n'est pas encore de top qualité. Il peut être meilleur. Il y a des séquences de jeu où on veut aller presser, mais pas tout le monde ensemble. Il y a un petit peu un pressing en accordéon, avec une ligne offensive qui, elle, va chercher Mikotadze, Tolisso, Fofana, et derrière, ça a du mal à suivre. Oui, ça c'est perfectible, et on peut, je pense, faire vraiment mieux en termes de pressing et de coordination collective. C'est vrai. Mais dans tous les compartiments qui sont techniques, footballistiques, maîtrise des temps faibles et temps forts pour l'OL, c'est vraiment encourageant. Il faut aussi, je pense, qu'on recontextualise ce que fait l'OL aujourd'hui avec ce qu'on a vécu durant l'été. On revient de nulle part, du fin fond des enfers et des abysses et des abîmes, et ce que propose l'OL en termes de contenu, de sérieux, de qualité foot, c'est quand même sacrément encourageant. Alors si je reviens à l'histoire du match, j'ai fait une petite parenthèse, une digression qui s'est prolongée, je dirais que l'entame de match, elle est pour l'OL. Entame de match sérieuse, maîtrisée, où on voit des circuits de passes qui ont été travaillés en matchs amicaux de pré-saison. Les triangles combinés et bien sentis entre Tolisso, Abner, qui remet à Fofana, qui prend l'espace. On les a vus, je dirais, 4-5 fois contre Metz. Ça a été encore une fois dans ce match contre Metz, bien amené, bien travaillé tactiquement et collectivement. Moi, j'aime bien ces phases de jeu où, sur 2-3 passes, on le voit bien, l'OL a la faculté d'accélérer le jeu. Alors, c'est pas un foot de transition hyper rapide et direct,
pas du tout, parce qu'il manque devant, je pense encore une fois, malheureusement, c'est une des limites de l'animation de Fonseca, il manque un profil de rupture, mais malgré tout, sur 2-3 passes plus verticales, plus rapides, dont bien souvent sont à la base, à la création, et Morton et Tolisso, sur 2-3 passes rapides bien senties, on peut accélérer le jeu et changer de rythme. Et on l'a vu durant, je dirais, 4-5 phases de jeu bien amenées, bien construites, on peut, comme ça, casser le rythme du match, accélérer, parce qu'on a dans le cœur du jeu des profils qui peuvent le faire. Tolisso, alors oui, il n'a pas non plus tout réussi, c'est vrai, mais Tolisso fait un match intelligent dans sa faculté à être entre les lignes, entre le milieu et la défense de Metz, dans le 4-4-2 messin. Il a su le faire avec intelligence, disponibilité, et quand on parvient à toucher Tolisso dans l'interligne, dans le demi-espace gauche, tout de suite c'est une différence qui est créée, parce qu'il a un bon pied droit, il a un bon jeu court, un bon jeu long, et Paulo Fonseca aime beaucoup Tolisso aussi, et on peut le comprendre, pour sa faculté à casser des lignes avec et sans ballon et à soutenir les différentes offensives de l'OL. Le but du 2-0, c'est vraiment ça. On l'a vu, projection, et en 2-3 passes bien senties, hop, décalage à droite, centre en retrait, but. C'est tellement bien amené, c'est simple, c'est limpide. C'est le fil conducteur des séquences de jeu proposées par l'OL de Fonseca depuis maintenant quelques matchs, notamment en pré-saison. Et même si par souci d'honnêteté, entre, je dirais, la 20e et la 25e minute de jeu, l'OL a un petit trou d'air, c'est moins bien, c'est moins fringant, il y a moins de solutions, moins de mouvements. C'est un petit trou d'air qui n'a pas duré très longtemps, et c'est justement là, dans ce temps un peu plus faible, que l'OL plante, et que l'OL plante de fort jolis buts, bien amenés, bien séquencés, bien construits, où les uns bougent par rapport aux autres. C'est une symphonie qui est très cohérente, mais ça, on en parlera en fin de vidéo. Et je dirais que la fin des 45 premières minutes sont positives en contrôle pour l'OL. Il n'y a pas de grand danger pour nous, même si voilà, on sent bien que Metz attendait toujours la petite faille pour nous, parce que voilà, le plan de jeu des Messins, il était clair. Un 4-4-2 discipliné, en bloc relativement bas ou au mieux médian, et dès qu'il le pouvait, transition, verticalité, et dans cette configuration de jeu plus directe, les Messins voulaient aller très très vite sur un jeu long et vertical, trouver les cages de Rémi Descamps. Mais dans l'ensemble, ça a été plutôt bien géré. Et là, c'est tout l'apport de Mata qui est bon pour couvrir dans son dos l'espace. Et je trouve que dans l'ensemble de ce qu'on a fait défensivement, oui, il y a eu quelques moments où on sent qu'il y a une petite fébrilité. Mais au final, sur l'ensemble du match, est-ce que Metz a été vraiment dangereux contre nous ? Ça reste très très relatif, quoi. C'est quelques situations, c'est vrai, mais de vraies occasions nettes, dangereuses, où Descamps a dû se déployer, j'en ai pas beaucoup à ma connaissance. Donc voilà, je dirais que défensivement, c'est un match qui est plutôt bien maîtrisé par l'OL, même si, comme je l'ai dit juste avant, en termes de qualité de pressing, j'attends plus. J'aimerais voir un OL plus conquérant, qui vient chercher collectivement le bloc messin un peu plus haut, et pas un pressing en accordéon où les uns y vont et le reste a un peu de mal à suivre. C'est le petit défaut, je dirais, défensif pour l'OL. Voilà, être plus protagoniste, plus agressif, et un pressing de meilleure qualité, un pressing plus coordonné et synchronisé, c'est l'un des axes de progression, je pense, sans ballon pour l'OL. Bon, et puis après, en seconde mi-temps, c'est un petit peu la petite route toute tracée pour l'OL, match tranquille qu'on va gérer. Alors, je peux comprendre que certains disent qu'en seconde mi-temps, il y a eu un rythme un peu trop plan-plan, c'était un peu trop scolaire, convenu. On a géré. Je pense vraiment qu'on a géré, on a attendu. Je pense que nos joueurs se sont vite rendus compte que en gérant tranquillement les temps faibles et les temps forts, ça suffirait pour prendre 3 points. Et ça, on l'a très vite compris. Je dirais qu'à 2-0, c'était plié, on l'a tous vu, au stade, devant la télé, et les joueurs aussi, et le staff, il fallait après gérer, et le plus possible, minimiser ce que pourrait faire de bien le FC Metz. D'ailleurs, je tiens à le dire aussi, petite parenthèse sur ce qu'ont fait les Messins, j'ai vu leur match contre Strasbourg le week-end dernier, et j'étais un petit peu surpris de l'écart technique entre les deux matchs. Pourquoi ? Contre Strasbourg, ils ont joué en 5-4-1, 5-3-2, c'était un petit peu variable selon les séquences de match, et j'ai trouvé les Messins assez poussifs techniquement, très peu de projections. Quand ils l'ont fait contre Strasbourg, c'était assez minimaliste. Alors que contre nous, et ça je tiens à le dire, c'est un point qui m'a un petit peu surpris, ils ont su, durant des séquences de jeu de 30-40 secondes, prendre le ballon, monter un petit peu le bloc. En fait, ils ont quasiment tout bien fait dans leur tiers.
le tiers du milieu, mais l'ultime tiers, là où tout se joue, quand il faut aller marquer un but, il a manqué pour eux de la qualité. Alors devant, ils avaient un pivot, un joueur de 16 ans, d'1m93, hyper puissant et physiquement hyper développé. Moi, je me suis dit, mais c'est qui ce monstre, quoi? Je me suis revu il y a maintenant quasiment 20 ans en arrière, à l'époque où Lukaku commençait à percer avec Anderlecht. Il était précoce, très puissant à 16 ans aussi, le Belge. Mais alors là, ce que fait leur numéro 9, physiquement, c'est impressionnant. À 16 ans, waouh! Mais je dirais que voilà, c'était un petit peu leur seule configuration. Ils ont su construire leur séquence jusqu'au tiers du milieu de terrain, mais après, c'était quand même plus difficile. Un manque d'inspiration, un manque de qualité technique offensive. Et nous, face à un Metz qui manquait d'inspiration dans l'ultime tiers du terrain, on a été plutôt serein, tranquille. Voilà, c'est un petit peu mon résumé du match, je dirais. Un match dans l'ensemble maîtrisé, un match où l'OL a su prendre et construire sa victoire de bout en bout, du coup d'envoi jusqu'à la fin du match. Un match qui a montré que l'OL avait un fil conducteur, qu'on a vu en phase de préparation lors des matchs amicaux et qu'on a su à nouveau appliquer contre Metz. Ça, c'était positif. Donc, au final, 3 points mérités. Et l'OL lance de la meilleure des façons possibles sa saison, son début de saison en Ligue 1. 6 points sur 6, 2 victoires sur 2 matchs possibles. Ma foi, c'est quand même assez réjouissant quand on sait que l'OL a eu quand même beaucoup de mal par le passé à commencer les saisons avec des débuts parfois chaotiques. Là, c'est bien, on prend les points, on engrange, pas de temps à perdre. Et il y aura un sacré test pour nous contre l'Olympique de Marseille, un match extrêmement important, parce que là, contre Lens, on a vu un match où on a su faire le dos rond par moment, être sérieux, discipliné, marquer le but qui fait du bien. Contre Lens. Contre Metz, on a vu un OL un petit peu différent, plus dans l'emprise technique, avec une forme de maîtrise plus prononcée, c'est logique. Mais là, contre l'OM, c'est un match très très différent. C'est un match un petit peu à part dans une saison pour l'OL, et tous les copains marseillais le confirmeront aussi en commentaire, un match que tout le monde attend, côté OM et OL, évidemment. Et ce match contre l'OM, l'Olympico, je pense qu'il va être pour nous un match étalon, un match référence. Pourquoi ? Parce que on va jouer une équipe qui, défensivement, a des lacunes. Une équipe qui a du mal à s'aligner défensivement, qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. Ça, c'était frappant, on l'a vu encore contre le PFC et contre Rennes à la J1 en Ligue 1. L'OM pratique un foot risqué, le foot du déséquilibre assumé. Ce qui fait que parfois, ils jouent relativement haut, très très haut, ils prennent beaucoup de risques, et dans leur dos, il y a des boulevards. Et la question que je me pose et que tout le monde se pose, j'imagine, c'est est-ce que l'OL saura hisser le niveau intensité, agressivité et jeu sous pression? C'est pour moi la clé essentielle contre l'OM. Si on parvient à être fort sous pression, on leur posera plein de problèmes. C'est une évidence pour moi. La question c'est, est-ce qu'on saura le faire? Concrètement, est-ce que cet OL-là saura répondre à l'intensité, à l'agressivité, au dynamisme, à la pression d'un Olympico? Moi, je veux le voir. Je pense qu'on a plein d'ingrédients qui peuvent permettre de faire très mal à l'OM. C'est pour moi une évidence, j'en suis sûr, il n'y a pas à avoir peur de Marseille, il faut respecter, il y a beaucoup de très bons joueurs, une belle équipe, c'est vrai, mais je pense que cet OL-là a des armes pour faire mal, notamment sur le jeu vertical, le jeu plus rapide en transition. On l'a vu contre Lens, contre Metz, il y a des séquences de jeu que l'OL amène bien. Sur 2-3 passes qui vont accélérer le jeu, on peut attaquer l'espace, Fofana, Mikotadze, et je pense que face à un OM qui va jouer très très haut, avec l'envie de faire mal et d'imprimer son style sur le match, il y a matière à faire mal à ces Marseillais-là, je pense vraiment. Donc on verra bien si l'OL parvient, oui ou non, à répondre au défi marseillais de l'Olympico. Si oui, ce sera, je pense, le match entre guillemets référence qui peut transformer l'OL d'une équipe sympa à avoir joué, qui propose un foot qui a un fil conducteur, un foot intéressant, positif, protagoniste, vers un OL qui en Ligue 1 serait donc un peu plus qu'une équipe sympathique, une équipe qui pourrait peut-être avoir des prétentions européennes d'ici la fin de saison. Bref, on enchaîne, donc victoire de l'OL, 3-0, c'est mérité, et on avance fort en Ligue 1, ça fait plaisir. Deuxième thème de la vidéo, les amis, rapidement, ce sont mes tops et les flops du match. Alors, je dirais que au niveau des flops du match, c'est un petit peu difficile parce que dans un match pareil où tu gagnes 3-0, pour désigner un flop,
ça me paraît un petit peu excessif. Donc plutôt que parler de flop du match, je parlerai plutôt de déception. Et quand je parle de déception, il y a quelques noms qui me viennent en tête. Alors oui, on pourrait dire par exemple Tessman, qui a un rôle un petit peu obscur dans le 4-2-3-1 théorique de Fonseca, un rôle d'équilibre. Autant contre Lens, j'ai trouvé qu'il avait été bon sans ballon, vraiment intéressant. Là, contre Metz, bon, je trouve qu'en termes d'utilité footballistique, on pourrait quasiment faire sans lui, c'est même sûr en fait. Moi j'imagine un milieu de terrain un petit peu différent sans Tessman, parce que avec ballon c'est un petit peu trop neutre, dans les projections c'est un petit peu insuffisant, voilà. C'est pas un mauvais match, loin de là, hein. Attention, je dis pas qu'il a été mauvais Tessman, c'est un match pour moi 6 sur 10, voilà, mais dans un match où l'OL met 3-0, quelqu'un qui a 6 sur 10, c'est qu'il a manqué un truc. Mais plus que Tessman, ma vraie déception du match, c'est Mikotadze qui a, je dirais, 3-4 situations claires, qui aurait dû marquer, mais qui ne marque pas parce qu'il n'a pas le geste juste, parce qu'il n'est pas assez clinique. C'est un peu dommage parce qu'il a le don pour se créer des situations qui sont claires, de bons appels de balles, tranchants, très verticaux, de bonnes prises de balles, mais la finition, aujourd'hui en tout cas, a laissé à désirer. Donc, mon flop, entre guillemets, du match, ce serait donc Georges Mikotadze. Alors maintenant, au rayon des tops du match, mon top numéro 1 n'est pas un joueur, ce n'est pas le coach, ce n'est pas le staff, ce n'est pas l'arbitre, ce n'est pas un médecin, c'est le stade qui a rendu un très très bel et vibrant hommage à Bernard Lacombe. Un très joli tifo, vraiment hyper émouvant, je trouve. Et ça, c'est la culture club. Voilà, se rappeler de ceux qui ont fait l'histoire de l'OL, c'est hyper important. Dans une époque et un monde qui oublie très vite d'où l'on vient et qui l'on est, se rappeler entre nous que Bernard a été l'une des icônes de l'OL, emblématique du club, ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est mon top du match. Alors, mon top sur le terrain, je dirais... Si on reprend le match, ça me paraît assez évident. Je dirais que Morton a fait un match vraiment de très très grande qualité. J'avais dit en vidéo donc qu'il était parfois pas assez disponible, un petit peu trop timide. C'est vrai, je le maintiens. Sur les 7 ou 8 matchs que j'ai vus de lui à l'Euro U21 avec Liverpool et contre le Milan en match de pré-saison, j'avais trouvé qu'il était un petit peu trop timide, un petit peu trop dans son coin et pas assez protagoniste. Et pour un numéro 6... bah, c'est l'un des points qui me paraissent extrêmement importants. Et là, aussi bien contre Lens que contre Metz, sur les 2 matchs qu'on a vus de lui, alors ça ne reste que 2 matchs, donc à confirmer, mais sur les 2 matchs, je trouve que Morton est extrêmement disponible, très très présent à la passe, sous pression, il est intéressant, il n'a pas peur, il est vraiment... voilà, il ne se cache pas. Contre Metz, Morton, c'est mon coup de cœur, parce qu'il a été... En fait, il a fait tout ce que je veux d'un joueur numéro 6, point de basse à la relance. Bon sous pression, bon relanceur, je cours, je long, oriente le jeu, et surtout, sur quelques passes bien senties, il a initié des séquences de jeu collectives. L'action du but de Tolisso, c'est Morton qui jette un coup d'œil rapide à droite, qui trouve Maitland-Niles, centre en retrait, et but de Tolisso. Une séquence bien amenée, dont est à l'origine Tyler Morton. Alors j'aurais pu dire aussi d'autres joueurs qui m'ont beaucoup plu, comme par exemple Maitland-Niles qui fait un match très complet, qui a été bien meilleur comme latéral droit théorique / piston droit qu'en match amicaux contre Mallorca, contre le Bayern ou contre Retafe, où je trouvais qu'il avait été techniquement assez moyen et dans l'attitude, pas tout le temps, même carrément pas irréprochable. Là, il a été bon. Rigoureux défensivement, appliqué offensivement, il a su se projeter et contribuer par la course, par la passe, à créer de vrais dangers contre le FC Metz. Donc c'est un match pour lui qui est positif, et son match nous montre bien que lorsqu'il en a envie, et je dis bien lorsqu'il en a envie, c'est tout le dilemme de Maitland-Niles, lorsqu'il le veut, il est un super joueur, mais quand il n'a pas envie, il devient un joueur tête à claque. Mais là, on a vu un bon Maitland-Niles, volontaire, projection, qualité technique sous pression, défensivement, pas pris à défaut, dans mon souvenir en tout cas. Donc un vrai bon match, c'est l'un de mes tops, avec Morton ou encore Tolisso qui fait un match correct dans l'interligne. Bref, plein de bonnes performances qui montrent que l'OL progresse. Mais ce qui me plaît encore plus, transition vers mon 3e thème de la vidéo, c'est le sentiment que j'ai, la sensation de voir un OL qui est cohérent. Un OL qui est cohérent parce que à tous les niveaux, intention de jeu, idée de jeu, plan de jeu, projet de jeu et profil de joueur dans le 4-2-3-1 de Fonseca, tout ça est cohérent. Alors oui, tu perds Cherki, tu perds Almada, tu perds Lacazette, oui, tu perds beaucoup de talent. Évidemment, ça fait mal.
techniquement, footballistiquement, ça fait mal. Mais, parce qu'il y a un mais, même si tu perds des talents, on a su dénicher des profils qui collent bien aux besoins du coach. Je prends un exemple. Dans le 4-2-3-1 de Fonseca, on a vu que en phase de possession bloc bas, l'OL avait un carré. Le carré dans lequel venait s'insérer Pavel Schulz. On a un carré qui se forme avec Tessman, Morton, Tolisso, plus un facteur X. Et dans le 4-2-3-1 de Fonseca, théorique, le milieu droit, ailier droit, là en l'occurrence Pavel Schulz, eh bien il se réinsère, il se réaxe et il devient le 4e maillon du carré, le 4e sommet, le 4e joueur du carré. C'est intéressant. Et on l'a vu quand Schulz était en position plutôt axiale avec ballon, il était à l'aise. Quand il est à droite, il l'est un peu moins. Et si on reprend le but de Malik Fofana, c'est vraiment ça. On a une séquence de jeu où Schulz devient axial, il se réinsère dans le cœur du jeu, il crée du surnombre, il perd fort dans l'axe, une bonne passe, Fofana qui dribble, fin de frappe, but. C'est ce point-là qui me paraît vraiment important. On a une forme d'animation qui se répète match après match. Et c'est cohérent. C'est comme une symphonie que tout le monde a intégrée et que l'on répète collectivement match après match. Hambourg, Majorque, le Bayern, Retafe, Lens, Metz. C'est pas tout le temps parfait, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, c'est bien appliqué et ça paraît cohérent. Alors ça peut être mieux. Je pense qu'à droite, dans le 4-2-3-1 de Fonseca, Schulz, c'est pas optimal, même si avec ballon, il se réaxe, c'est vrai. Vous me le direz en commentaire, les amis, mais moi, j'imagine bien Noël qui, d'ici peut-être un match ou deux, évolue à la marge avec, pourquoi pas, Pavel Schulz comme numéro 10, donc réinséré dès le coup d'envoi du match, et à droite, l'apport d'un profil plus créatif, plus fort sous pression, comme Karabets. Voilà, qui en plus marque le 3-0 aujourd'hui. Moi, j'imagine bien ça. Je pense que la version optimale de l'OL, ce serait en tout cas pour moi, et vous me direz en commentaire, dans mes critères, j'imagine bien un milieu de terrain, Morton, Tolisso, plus donc Pavel Schulz, et devant, Fofana, Mikotadze, et à droite, Karabets, comme un faux meneur excentré à droite qui se réaxe sur le pied gauche. Moi, c'est comme ça que j'imagine l'OL, dans une forme plus optimale, et je pense qu'il est la place pour améliorer le contenu foot, en tout cas de ce que je vois des matchs contre Lens, contre Metz. Voilà en gros, les gones, tout ce que je voulais vous dire, en espérant que le débrief vous ait plu. Si tel était le cas, pensez aux commentaires, activez la cloche, abonnez-vous, pensez au petit pouce aussi qui fait extrêmement plaisir. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très vite quand je ne le sais pas encore, je suis en plein travaux à la maison, même si c'est un peu plus clair et que le mur qui est derrière moi a été cassé. Il y a encore du boulot à faire, quelques petits rangements à ordonner, mais on se retrouve très vite pour parler de foot, de l'OL, de Mercato qui peut-être sera agité d'ici les prochains jours. Sur ce, les gones, portez-vous bien. Allez l'OL plus que jamais, et on est leader de Ligue 1 avec 6 points. Eh ouais, ciao ciao.